Donc, nous nous sommes intéressés, nous avons voulu essayer de mener une toute première analyse clinique des obstacles rencontrés par les élèves. Je vous masque, voilà. Donc, on s'est intéressé forcément aux élèves de 4e, 5e année primaire et on voulait effectivement les confronter à un test de lecture numérique. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop développer. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus depuis au moins une dizaine d'années sur le fait que la maîtrise de nouvelles compétences de lecture numérique, eh bien, c'est la clé de la lecture experte du 21e siècle. Hein. Et pour preuve, peut-être un constat qui vient d'une enquête dont Juliette nous a parlé, hein, l'enquête Pearls, mais qui est maintenant un volet lecture numérique, et ce volet s'appelle ePearls. Et dans cette grande enquête qui a été menée en 2016, on montre que l'utilisation de l'ordinateur en classe pour effectuer des recherches documentaires, eh bien, ça exerce un effet positif sur les performances, sur les résultats des élèves à cette mesure de la lecture, de la compréhension en ligne. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la même enquête montre que lire et chercher des informations sur Internet tous les jours, eh bien ça n'a pas d'impact sur les résultats. Et donc, ça montre que c'est moins le temps passé sur l'ordinateur, on va dire, que la manière dont les élèves utilisent l'information qui va jouer sur les performances des élèves. Alors du coup, nous, effectivement, on s'intéresse, on essaye un petit peu de se demander où en est l'enseignement-apprentissage de la lecture numérique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et là, il faut bien reconnaître qu'on est quand même encore un peu à la préhistoire de ce type de contenu d'apprentissage. Un élément qu'on peut relever par rapport à ça, c'est que dans toujours la même enquête Pearls 2016, les questionnaires adressés aux enseignants nous montrent qu'en fait, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les activités de lecture qui reposent ou qui impliquent l'utilisation des nouvelles technologies ne concernent que 6% des élèves testés. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les enseignants n'ont pas recours à Internet, mais ce n'est pas nécessairement dans le cadre de la classe, même si beaucoup des classes sont maintenant très bien équipées, mais c'est surtout pour préparer les leçons. C'est surtout en amont. Ils pratiquent eux-mêmes énormément de recherche documentaire, mais ils ne forment pas ou ne considèrent pas que c'est leur rôle, ni d'enseignants primaires, ni au-delà, même au secondaire, encore moins, je dirais, de former les élèves à la manière de lire les textes issus des recherches documentaires. Voilà, d'où, dans la perspective d'un ePearls éventuel 2021, hein, auquel ne participera pas toujours la Fédération Wallonie-Bruxelles, peut-être 2026, on a mené alors cette petite étude exploratoire dont la question de recherche était finalement, des élèves de 9-10 ans sont-ils capables de lire un document en ligne pour répondre à des questions, avec un S à question qui s'est perdu en route. Alors, les obstacles au texte documentaire, je vais faire aussi cette petite parenthèse, mais je ne vais pas rester très très longtemps parce que ça a déjà été abordé. Depuis maintenant, plusieurs auteurs ont montré que c'était une activité langagière exigeante, de par la densité de l'information, de par le choix d'un lexique spécialisé, et notamment ce fameux renvoi à des connaissances non évoquées par le texte. Alors, c'est aussi des textes composites. On sait que l'information est éclatée en plusieurs lieux et cette quantité d'informations, ces informations, il faut les distinguer, il faut souvent les hiérarchiser et il faut les articuler. Alors, on sait, de par ces enquêtes internationales, mais aussi en Belgique, grâce aux évaluations externes non certificatives, on sait que les textes, les documentaires sont nettement moins bien maîtrisés que les textes littéraires. Et les enquêtes internationales nous montrent que c'est le cas en France, c'est le cas en Belgique, mais c'est le cas dans la plupart des pays participants. C'est une tendance massive qui n'est pas propre à nos pays francophones. Alors, au niveau toujours des obstacles liés au texte documentaire, on pourrait dire qu'un des obstacles majeurs, qui a déjà été un peu évoqué par Juliette, hein, c'est que les textes documentaires constituent des ressources qu'il faut utiliser en fonction d'objectifs. Donc, ça veut dire que le lecteur doit s'assigner des objectifs. Dominique Lafontaine disait des buts de lecture, c'est vraiment ça, des objectifs. Et on est souvent dans le cadre d'une lecture qui est finalisée. Dans le cas qui nous occupe, c'était bien une lecture finalisée puisqu'il fallait lire un texte pour répondre à des questions. Et le fait de s'assigner un projet va
induire des modes de lecture qui vont être variables. On va avoir des modes de lecture sélectives qui s'opposent en fait à ce mode de lecture intégrale qu'on va plutôt retrouver dans les lectures à visée littéraire. Et on va avoir forcément un mode de lecture de survol, un mode de lecture global, qui peut s'effectuer via deux techniques, deux stratégies de lecture. Soit on est dans le cas de l'écrémage, et dans ce cas-là, c'est plutôt un balayage qui va être axé sur la recherche des idées principales. On va plutôt avoir une tendance à explorer le texte. Et par ailleurs, une lecture repérage va plutôt être un balayage qui va être axé sur la recherche d'éléments bien précis, par exemple des mots-clés. Donc, c'est plutôt axé sur un but d'extraction d'informations. Et dans le cas de notre petite étude, les stratégies payantes, je dirais, puisqu'il fallait répondre à un questionnaire dans un temps limité, c'était plutôt le repérage. Alors, si on en vient au texte numérique, le lecteur, effectivement, construit la structure de son texte au travers de sa navigation. Ça, c'est quelque chose qui est bien établi, qui est bien documenté, qui a été notamment bien documenté par les auteurs, notamment des études PISA qui ont été presque les premiers à soulever l'intérêt de la lecture numérique dans le cadre scolaire. Et donc, on voit bien que le lecteur, l'activité du lecteur, elle est à plusieurs niveaux. Et nous, dans le cadre de notre étude, on s'est intéressé à l'activité d'élaboration d'un modèle de la tâche. Et l'élaboration d'un modèle de la tâche, c'est ça qui va guider le lecteur vers une lecture sélective et finalisée. Dans notre cas, d'un seul texte. Il y a une deuxième activité qui est une activité de sélection, puisqu'on ne pourra pas lire tout le texte, il va falloir sélectionner des passages. Et donc, ça va être une sélection orientée vers l'évaluation et le choix des informations pertinentes pour la tâche, en l'occurrence dans notre cas, pour répondre à une question précise. Et en fait, ce processus, donc Rouet et Britt ont décrit en fait 4 processus clés de la lecture en environnement complexe. Et ces 4 processus sont autant d'obstacles, mais sont aussi considérés comme des objectifs pédagogiques potentiels. Et c'est bien ce que Juliette nous montre dans le développement de son outil. Alors, très rapidement, je ne vais pas développer tout le modèle. Les cases qui nous intéressent sont les cases vertes et bleues dans le cas de notre étude. Mais je trouve, puisqu'on s'intéresse aux obstacles, c'est quand même intéressant de les passer en revue. Donc, c'est ce premier processus de formation d'un modèle de la tâche. Donc, forcément, on part d'une consigne, on part d'une tâche de lecture. Ça peut être une consigne orale, une consigne écrite, un projet de lecture avec des consignes de temps données. Et la première activité du lecteur, c'est de se faire une représentation de la tâche. C'est un peu ce que Juliette nous disait, c'est un peu ce que je cherche. Et cette élaboration de la tâche va donner lieu, effectivement, dans un deuxième temps, à une activité de recherche d'information, à un accès à un texte ou accès à un passage, et en parallèle à l'évaluation de la qualité des informations. Donc là, forcément, en partant des dispositifs d'accès d'informations, des liens, de toute l'organisation des informations en ligne, il faut effectivement avoir cette activité d'évaluation qualitative. Et ça, de nouveau, dans la boîte noire du lecteur, au niveau cognitif, il y a la mobilisation d'une série de critères de pertinence sur lesquels nous, on ne va pas s'attarder. Et effectivement, ensuite, forcément, le lecteur, quand il est dans un environnement numérique, est confronté à des contenus dans plusieurs sources. Et ces contenus, il va falloir les intégrer. Et le produit, quelque part, de la lecture, le modèle du contenu, va effectivement être la compréhension des sources, la compréhension du contenu des documents, mais aussi la compréhension des liens qui relient tout ça. Et ça, c'est plutôt Noémie, la troisième contributrice, qui vous parlera de cet aspect-ci. Donc, ce que nous, on veut montrer, c'est que l'élaboration de ce fameux projet, de ce modèle de la tâche, quelque part, le fait de s'assigner des bons buts de lecture, les buts de lecture pertinents, c'est en fait la perception par les élèves des besoins d'information qui sont associés à la tâche qu'on lui donne. Et c'est ça qui va déterminer le choix de lire tout le texte ou certains passages, donc de faire une lecture sélective. Et c'est aussi le choix des modes de lecture en fonction du temps qui est disponible. Donc, ce qu'on connaît un petit peu dans la littérature, ce qui a déjà été documenté en France toujours, c'est que les stratégies primitives qui consistent face à un texte comme celui que Juliette vous a montré, les supports de son test de lecture numérique,
donc qui consiste à tout lire, c'est encore très répandu, jusque 10 ans. Et donc, ça pourrait être effectivement le reflet d'un modèle de la tâche qui n'est pas tout à fait ajusté à cette tâche de lecture documentaire et de recherche d'informations. Au niveau des compétences de lecture numérique, les quelques informations, les quelques données dont on dispose par rapport au sujet de cet âge, de 4e, 5e année primaire, on a l'étude de l'ADEPE de 2015 qui montre que à la fin du primaire, il y a quand même 4 élèves sur 10 qui ne se montrent pas capables d'accéder à l'information en autonomie. C'est-à-dire qu'ils éprouvent des difficultés à naviguer dans un site internet en autonomie et à identifier les rubriques pertinentes. En ce qui concerne la fameuse étude e-Pearls de 2016 et 2021, il n'y aura pas de données en Fédération Wallonie-Bruxelles parce que la Fédération continue à tester les élèves en format papier, mais nos collègues français en 2021 auront des données sur la lecture numérique. Alors, assez rapidement, donc, notre petit échantillon, donc cette étude exploratoire a pris place dans le cadre d'un cours d'enseignement-apprentissage du français. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de se prémunir contre les risques. Vous savez qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, en 4e année primaire, tous nos lecteurs ne sont pas encore des lecteurs aguerris. Et donc, on a demandé aux enseignants de nous sélectionner des élèves jugés moyens à bons lecteurs. Pourquoi? Pour éviter de mélanger avec des risques de difficultés de décodage. Donc, on a testé 156 élèves, 83 en 4e année, 73 élèves en 5e année, 78 filles, 78 garçons, c'était équilibré. Et quelle était la tâche? Eh bien entendu, dans notre collaboration avec Juliette Renaud, nous avons utilisé la 3e version de son test de lecture numérique que nous avons. Donc, on va la décrire, on va prendre que 2 exemples de questions. On a 7 questions avec 3 questions ouvertes et 3 questions vrai-faux, donc ce qui nous donne un total de 11 items. Et si on prend pour exemple les questions suivantes, donc je vais me mettre dans la situation d'un élève qui doit trouver quel dessin représente le nom de la planète Mars. Et on a une série de distracteurs, on en a pris un seul vrai-faux, un cercle avec une flèche est un distracteur. Donc, quel dessin représente? Si je vais je vous ouvre le document, vous allez voir qu'il n'y a plus question de vers de terre, mais on est bien sur la planète Mars. Alors, quel dessin représente le nom de la planète? Donc, voici le texte, voici l'ampleur. On voit bien qu'en 20 minutes, l'élève ne peut pas tout lire. Donc, ça, c'est la contrainte qui est donnée aux élèves. Quel est le nom de la planète Mars? Je parcours le sommaire. Voilà. Et effectivement, on a ici une proposition, un élément de réponse de ce dessin-là parmi les autres dessins. Si je vais dans la 2e question, Curiosity est un robot qui travaille de manière autonome. J'ai un mot-clé ici, Curiosity, qui me permet d'arriver sur le petit paragraphe qui donne les informations et qui nous dit effectivement qu'il est capable de travailler tout seul pendant une journée. Je ne rentre pas dans les détails, mais le questionnaire est bien construit parce que l'élève peut répondre. La réponse peut être vraie ou fausse en fonction de la justification donnée par l'élève. Et cette justification nous permet d'identifier s'il est allé prélever une information explicite. Il travaille tout seul, il aura tendance à répondre oui, on va considérer que c'est vrai. Mais s'il va un petit peu plus loin et qu'il intègre les informations suivantes qui nous disent que chaque matin, ce petit robot reçoit un programme, et donc là, on peut répondre faux, il n'est pas autonome. Donc, le questionnaire est bien construit parce qu'il est vraiment diagnostique. Voilà. Alors, je reviens au diapo. Voilà. Alors, la spécificité de notre petite étude exploratoire, c'est qu'évidemment, nous avons organisé une passation individuelle. Il y avait un administrateur de test par élève. Le temps imparti était de 20 minutes. Et pourquoi une passation individuelle? Parce que nous voulions effectivement, rendu conscient par les travaux de Juliette, de l'importance de familiariser les élèves avec l'environnement numérique. Si on veut savoir s'ils sont capables, il fallait au minimum leur expliquer les éléments de base. Donc, les administrateurs ont montré l'utilisation des outils de navigation. Ils ont montré l'usage de la souris, de la barre de défilement et du sommaire interactif.
on reviendra un petit peu plus tard, Marine reviendra sur peut-être les effets, peut-être les biais liés à cette démarche peut-être induite d'utilisation du sommaire qui n'était peut-être pas toujours la plus pertinente. Pourquoi une passation individuelle? Parce qu'évidemment, les aspects métacognitifs sont essentiels. Donc, on voulait poser aux élèves des questions qui les amenaient à expliciter leur démarche de recherche d'information. Donc, l'administrateur notait les réponses données par l'élève. C'est lui qui notait les réponses au questionnaire et il notait aussi les démarches. Voilà, je passe la parole à ma collègue. Donc voilà pour les résultats maintenant, donc les premiers résultats relatifs justement à la passation de ce test. Et vous voyez qu'en moyenne, nos élèves ont mis 16 minutes 30 pour répondre donc, aux 11 items proposés dans le questionnaire. Une quantité importante d'élèves a pris les 20 minutes, donc le temps maximum, et un seul élève a pris 7 minutes pour répondre au test. Et puis, il faut savoir que 14 élèves ont dépassé le temps imparti, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés au bout des 11 items après 20 minutes. Alors, pour le volet plus cognitif, on va dire, du test, on a calculé le résultat des élèves sur 10. Et vous voyez qu'en moyenne, les élèves ont obtenu 5,18 sur 10 à ce test. Et vous voyez aussi que cette moyenne ne varie pas en fonction du genre, donc qu'on soit garçon-fille, on tourne autour des 5, et ni en fonction du niveau scolaire, puisque qu'on soit en P4 ou en P5, on tourne également autour des 5 sur 10. Alors, cette moyenne peut peut-être paraître faible, puisque nos élèves étaient considérés comme des bons à moyens lecteurs, mais elle est à mettre en perspective avec le fait que les élèves n'avaient reçu aucun enseignement des compétences de lecture numérique. Donc, comme vous voyez, 91% des élèves se déclarent peu ou pas familiers du type de texte qu'on leur a montré. Et 44 enseignants sur les 49 qu'on a interrogés déclarent enseigner peu ou pas du tout la recherche et la sélection d'informations pertinentes sur Internet. Maintenant, Patricia l'a dit, dans cette passation individuelle, il y avait aussi un volet de questions plutôt métacognitives. Et donc, pour les deux questions que Patricia a présentées, l'administrateur de test demandait aux élèves « Comment as-tu fait pour trouver la réponse ?» dans le but qu'il explicite sa démarche de recherche d'information. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous voyez qu'en majorité, donc pour ces deux questions, les élèves arrivent à mentionner une stratégie de recherche de l'information, puis une part non négligeable autour des 20% ne peuvent pas mettre en mots leur démarche. Ils disent « je ne sais pas comment j'ai fait pour trouver la réponse ». Et puis une toute petite part arrive à nous donner un enchaînement en fait, de deux stratégies de recherche de l'information. Alors qu'est-ce que ça veut dire citer ou mentionner deux stratégies de recherche de l'information? Je vais vous montrer quelques exemples, mais je vais m'attarder peut-être sur juste un exemple. Donc, un élève qui nous a dit « je regarde dans le sommaire et je clique sur le titre, celui qui a l'air de parler de la question ». Là, il nous donne une première stratégie de recherche de l'information et puis il dit « je lis ». Donc, il lit le passage qu'il a sélectionné. Ça, c'est la deuxième stratégie de recherche de l'information. Vous vous demandez certainement aussi ce qu'on met derrière stratégie de recherche de l'information. Et donc, en explorant les réponses des 156 élèves, on a créé une petite typologie des stratégies de recherche de l'information que nos élèves ont mis en œuvre. Et donc, vous voyez qu'un premier type de réponse, c'est justement ce que Juliette mentionnait, c'est la mémoire ou les connaissances. Et donc, pour la mémoire, on va avoir un élève qui dirait... Enfin, c'est se souvenir plutôt, si on met en lien avec les stratégies de Juliette. C'est un élève qui a dit je l'ai vu en répondant à la question 5 et il travaille du matin au soir et il n'a pas besoin de quelqu'un. Et puis, sur les connaissances, on est plutôt sur je m'en suis souvenu, je l'ai vu, mais dans un reportage à la télévision. Ensuite, on a des élèves qui ont utilisé plutôt une stratégie d'écrémage, donc ils ont exploré le texte sans réel but. Et donc, c'est des élèves qui nous ont dit j'ai passé en revue tout le document, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi ils le passent en revue. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas de but derrière. Et puis, une série d'élèves qui a essayé d'extraire justement des informations précises
Et donc, ils ont adopté une stratégie de repérage de l'information avec 2 sous-stratégies. L'utilisation du sommaire. Donc, il y a des élèves qui nous ont dit je regarde le sommaire s'il y a des mots qui ont un lien, je regarde dans le sommaire et je regarde ce qui pourrait aller avec la question. Donc là, ils sont bien dans l'idée des mots-clés dans le sommaire pour pouvoir cliquer et justement sélectionner un passage à lire. Et puis, des élèves qui nous disent avoir lu un paragraphe spécifique du texte, sans mentionner comment ils l'ont trouvé. Et donc, c'est des élèves qui nous disent « Je cherche une information dans le nom de Mars », le nom de Mars étant un paragraphe du texte. Et puis, je suis allée voir dans Curiosity, dans le texte, et j'ai vu qu'il travaille tout seul pendant toute une journée. Et donc, ici, on voit que ces 2 stratégies de repérage de l'information, elles sont un peu en interaction, et on ne peut pas facilement déterminer s'ils ont fait une puis l'autre. Je m'explique, c'est que quand ils ont utilisé le sommaire et qu'ils disent que je regarde dans le sommaire, et c'est que très certainement ils ont cliqué, après ils sont allés dans ce paragraphe pour le lire. Par contre, quand ils nous mentionnent un paragraphe spécifique, on ne peut pas savoir comment ils ont trouvé ce paragraphe. Est-ce qu'ils ont parcouru tout le texte et alors ils se sont arrêtés sur le titre qui mentionnait les mots qu'ils cherchaient, ou s'ils ont utilisé le sommaire. Du coup, qu'est-ce que ça donne si on s'intéresse aux stratégies de recherche qui ont été mobilisées pour répondre à la question 3, qui, je vous le rappelle, était « Quel dessin représente le nom de la planète Mars ?» Et alors là, on voit que 2 sous-stratégies de repérage apparaissent, car on est en présence d'un dessin, on leur demande « Quel dessin ?» Et donc là, une partie importante, 58 élèves, mentionnent avoir regardé dans les images pour trouver la réponse, ce qui semble être une stratégie efficace pour répondre. Et puis, 3 élèves seulement mentionnent une stratégie qui, pour nous, va de pair pour trouver la réponse, c'était de lire la légende, mais seuls 3 arrivent à mettre en mots le fait qu'ils ont lu la légende et pas seulement regarder l'image. Et puis, 44 élèves mentionnent également une autre stratégie de repérage qui est l'utilisation du sommaire et des mots-clés. Alors, vous voyez aussi qu'environ 10% des élèves mentionnent comme stratégie la lecture d'un paragraphe sélectionné. Et là, on sait que cette stratégie, elle ne sera pas payante, entre guillemets, puisque cette stratégie ne mènera pas les élèves à la réponse, puisque la réponse n'est pas dans le texte. Et là, on peut peut-être faire un lien avec le fait qu'il est difficile de concevoir pour les élèves que la réponse n'est pas dans le texte. Et donc, à ce modèle de tâche de la lecture documentaire finalement et de l'éclatement des informations dans le texte, mais aussi dans les images. Et puis, vous voyez que 2,63% mentionnent leur connaissance pour répondre et juste 1,2% l'écrémage, quoi. Alors, du côté des stratégies qui ont été utilisées pour la question 6, donc qui était « Curiosity est un robot qui travaille de manière autonome, vrai ou faux ?» À nouveau, là, on voit finalement que les élèves ont mobilisé les stratégies qui nous semblaient, comme Patricia l'a dit, les plus payantes pour répondre à la question. Donc, ils ont utilisé le sommaire et la lecture d'un paragraphe sélectionné. Et toujours ici, l'interaction entre les deux, on ne peut pas vraiment la mesurer puisqu'ils ne mentionnent souvent qu'une stratégie et pas 2. Là, par contre, ce qui nous a interpellés, c'est que 12%, presque 12% des élèves disent utiliser leur connaissance, leur mémoire plutôt. Et alors, ce chiffre, on peut peut-être l'expliquer par le fait que la question 5, donc la question juste avant, portait également sur Curiosity, et donc qu'il fallait finalement s'intéresser à la même partie du texte pour y répondre. Et donc, beaucoup d'élèves déclarent avoir lu le paragraphe pour la question 5 et donc se rappeler de la réponse, sans pour autant aller revérifier si leur réponse colle et est exacte. Donc, il n'y a pas de retour au texte. Et finalement, le fait que ces 2 questions s'intéressent à la même portion du texte explique aussi qu'il y a beaucoup moins d'élèves qui ont cité une deuxième stratégie dans l'explication de leur démarche, puisqu'ils étaient sur le paragraphe et donc il n'y avait plus lieu de le chercher. Ils nous disaient simplement « je suis dans le bon paragraphe et je le relis ». Voilà. Alors, ces premiers résultats,
avec ces premiers résultats, on s'est intéressé au déjà là de nos élèves, qu'est-ce qu'ils savent déjà faire en termes de recherche d'informations. Alors, sans le lier au fait qu'ils aient réussi ou non le test, c'est simplement qu'est-ce qu'ils sont capables de mettre en mots comme stratégie de recherche de l'information. Alors, le fait qu'on ait passé, que la passation ait été individuelle, on a pu observer des obstacles qui n'auraient pas été possibles si ça avait été juste un test papier-crayon. Et donc, d'abord, un premier obstacle lié au texte documentaire lui-même. On a repris ici une citation d'une élève qui dit si on donne un texte à lire, c'est pas pour commencer à passer certaines parties. Et là, du coup, on voit aussi que sa représentation de la tâche de la lecture ne correspond pas à la lecture documentaire. Justement, oui, quand on lit un texte documentaire, il faut peut-être passer certaines parties. Puis alors, on a deux obstacles qui sont liés à la navigation. Un premier, car les élèves ont vraiment utilisé le curseur comme un prolongement de leur doigt qui suit le texte. Et ça a entraîné une difficulté à retrouver le contenu d'un paragraphe qu'ils avaient sélectionné pour le lire. Alors, je vous montre. Donc, si on se trouve sur la page Wikipédia et qu'on veut donc aller voir ce que l'homme, aller voir dans la partie du texte qui s'appelle « L'homme espère aller sur Mars » et qu'elle clique sur cette partie, hop, ça l'emmène ici. Donc, vous voyez que pour lire cette partie « L'homme espère aller sur Mars », il faut commencer ici tout en haut de l'écran. Mais ce qui s'est passé, c'est que le curseur, lui, est resté en plein milieu de la page. Et donc, les élèves avaient tendance à lire à partir de cet endroit-là, puisqu'ils considéraient que le curseur était comme un prolongement de leur doigt. Et donc, ils ne s'y retrouvaient pas dans l'espace du texte. Et puis, beaucoup d'élèves ont demandé, mais maintenant, quand j'ai cliqué là-dessus, comment on fait pour revenir à l'autre page ? Et donc là, on voit qu'il y a un obstacle qui est lié à une représentation erronée de l'organisation des informations sur la page, et voire sur plusieurs pages, parce qu'ici, ils n'étaient pas sur plusieurs pages, ils étaient juste plus bas dans la page Internet. Et donc finalement, même là, le défilement de la souris qui a été montré au tout début ne les a pas aidés à dépasser cet obstacle-là. Et donc, on va terminer avec de premières conclusions et des perspectives pour ce travail. Donc, première conclusion, c'est que l'observation des pratiques émergentes de la lecture numérique nous montre que la maîtrise du décodage et de démarches de compréhension ne suffisent pas à la mobilisation de stratégies efficaces de recherche de l'information dans un document numérique. Et l'inverse pourrait être vrai ici aussi, puisque ici, on voit quand même qu'une part importante de nos élèves a utilisé ce qui nous semblait être des démarches efficaces de recherche de l'information, et ce n'est pas pour autant qu'ils sont arrivés à localiser et à répondre correctement aux questions. Et puis, que l'apprentissage de ces stratégies de recherche de l'information et du métalangage qui va avec, donc pouvoir dire comment j'ai fait, représente un enjeu pédagogique qui n'est pas hors de portée de nos enfants non plus. Donc, on voit que voilà, il y a un défi sur cet enseignement de la lecture. Oui, bien sûr, ce n'est pas un enjeu pour les enfants ici qui ont été testés. Donc, maintenant, dans les perspectives, il faudrait qu'on lie les démarches de recherche identifiées aux performances, aux tests utilisés. C'est possible. Voilà. Et puis, il y a un autre, on va dire, signal positif, c'est que 40 des 49 enseignants que l'on a interrogés se déclarent disposés à enseigner la lecture numérique s'ils disposent d'un outil adapté, bienvenue à l'outil de Juliette du coup, et s'ils disposent aussi de formation. Et puis, une dernière chose, c'est que forcément proposer des cursus scolaires où la composante numérique est présente et qu'elle est travaillée de manière disciplinaire et transversale semble être quelque chose qui est porteur. Et par ailleurs, une petite souris m'a dit qu'il y avait des premiers jalons qui ont été posés dans le nouveau référentiel de français pour le tronc commun. Et donc ça, c'est de bon augure pour la suite en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, merci pour votre attention.